S'il y a bien une thématique culturelle qui nous rassemble tous, c'est bien la cuisine. Une simple bouchée peut nous faire voyager. Galette de sarrasin, bœuf bourguignon, bouillabaisse, confit de canard, maroilles. En France, chaque plat raconte une région. Autant que le fish and chips évoque instantanément l'Angleterre, les sushis, le Japon ou le mafé, le Mali. Parce que nous sommes ce que nous mangeons. La cuisine occupe une place culturelle absolument unique. Et aujourd'hui, ceux qui la préparent sont de véritables superstars. Philippe Etchebest, Cédric Grolet, ils sont aussi connus que David Guetta ou Squeezie. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Pendant longtemps, la cuisine n'était qu'une nécessité. Il fallait manger pour survivre et les cuisiniers n'étaient que des domestiques, invisibles, relégués derrière les fourneaux. Ce changement radical, cette transformation qui fait du cuisinier un artiste et de la cuisine un art, on la doit en grande partie à un Français, Auguste Escoffier. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de cet homme qui a fait entrer la cuisine dans l'histoire et donner à la gastronomie ses lettres de noblesse. Bienvenue dans les Échos du Temps pour découvrir celui qui a modelé notre façon de cuisiner, de servir et de manger. Avant de commencer, je préfère vous prévenir tout de suite. Je vous conseille de la regarder juste avant, juste après ou pendant votre repas, sinon vous risquez d'avoir très faim. Dans les années 1850, entrer en cuisine, c'est mettre les plats dans un monde bruyant, enfumé, désorganisé. Le mobilier est placé selon les humeurs du chef, les ustensiles s'entassent, les hommes boivent et fument devant les fourneaux entre deux cris jetés d'un bout à l'autre de la cuisine. Bref, on improvise davantage qu'on ne cuisine. Les professions sont floues. On parle plus de cuistot, pas vraiment de cuisinier. Escoffier dira plus tard, on travaille, mais on ne sait pas ce que l'on fait. On fait sans comprendre. À 13 ans, chez son oncle à Nice, Escoffier découvre ce chaos. Mais il observe aussi ce qu'il manque, à savoir des recettes écrites, des recettes maîtrisées, un contrôle de la qualité des ingrédients travaillés, une atmosphère de travail apaisée, une répartition stable des rôles et des responsabilités et une logique dans l'agencement du matériel et de la discipline. Il n'a pas encore 15 ans qu'il remplit déjà un carnet de notes, où il classe, calcule et répertorie. En accord avec son temps, il appliquera toute sa vie à la cuisine, le début d'un esprit et d'un raisonnement scientifique. Son premier grand apport sera de transformer profondément la manière dont est exercé le métier de cuisinier. En effet, Escoffier refuse très vite le terme de cuistot, qu'il juge dégradant. Il veut faire de sa corporation une profession digne, respectée et organisée. Pour lui, le cuisinier doit être un artiste, mais il doit aussi être un homme de méthode. Dans son esprit, on doit passer du travailleur manuel au professionnel maîtrisant des techniques précises. Il impose l'idée qu'un cuisinier se forme, lit, écrit et transmet. C'est une vision révolutionnaire pour l'époque, et pas dans les cuisines seulement. Après avoir gravi les échelons dans les cuisines de la Côte d'Azur puis de Paris, il est enrôlé dans l'armée du Rhin pendant la guerre de 1870. Escoffier y découvre la rigueur militaire. Il comprend qu'une équipe efficace doit être structurée. C'est là qu'il imagine le futur système de brigade. Son idée est que l'organisation de la cuisine doit reposer sur un organigramme clair. Saucier, rôtisseur, entremétier, garde-manger, pâtissier, etc. Son système, il le mettra en place petit à petit à son retour de la guerre où il dirige différentes cuisines de restaurants. Il finira par codifier proprement ses idées au Savoy de Londres avant qu'elles ne se mettent en place au final dans tous les restaurants du monde entier, et ce, encore aujourd'hui. Au-delà de l'humain, il réorganise l'espace. Il place les plans de travail selon les flux, rapproche les garde-manger de la zone froide, éloigne les feux des préparations sensibles et crée des desserts pour limiter les déplacements. Par exemple, au lieu d'avoir plusieurs casseroles prêtes au cas où, il impose des fonds préparés à l'avance, de qualité stable, économisant temps et argent. Bref, comme il l'a lui-même dit, il fait de la cuisine un atelier, non une bataille. Si vous avez vu le film Le Fondateur sur la fondation de McDo, vous vous souvenez peut-être de la scène où les deux frères tracent à la craie l'organisation de leur future cuisine.
on est exactement dans la même démarche qu'Escoffier quelques décennies avant. Si on veut, avec Escoffier, la cuisine devient pratiquement une usine miniature, un espace rationnel et pensé. Néanmoins, à mon sens, le plus grand héritage d'Escoffier reste la naissance d'un véritable art culinaire moderne. Escoffier transforme la cuisine, il la simplifie, l'épure, la clarifie. Il bannit ce qu'il appelle les excès de lourdeur de la cuisine du XIXe siècle. Sauces pleines de farine, gras en excès, plats écrasés par leur propre richesse. À la place, il propose des goûts nets et concentrés, des cuissons maîtrisées, un respect absolu du produit avant tout. Pour lui, la bonne cuisine est celle qui fait du bien. Et il prédit un avenir où les humains pourront tirer un plus grand avantage de la nourriture dans leur fonctionnement biologique. Chose qui, par ailleurs, se vérifie largement aujourd'hui, quand on voit l'importance de la nourriture sur la performance des sportifs, par exemple, ou sur notre santé en général. La présentation des plats évolue aussi. Avant lui, les plats étaient massifs, formant des genres de sculptures alimentaires. Avec et après lui, l'élégance prime. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le dressage cuisine. À partir de la fin du XIXe siècle, Escoffier entre dans une nouvelle dimension. Avec l'hôtelier César Ritz, ils forment un duo mythique. L'un réinvente l'hôtellerie, l'autre la cuisine. Ritz est le metteur en scène, Escoffier en est le chef d'orchestre. Ensemble, ils donnent naissance à ce qu'on appellera plus tard le luxe moderne. Avec Ritz, Escoffier impose aussi de nouvelles règles d'élégance, imprimant les menus, assurant un service fluide avec une carte plus courte et raffinée. La cuisine n'est plus un simple service, c'est une expérience. Dans les cuisines du Savoy à Londres, puis du Ritz à Paris et du Carlton, Escoffier va côtoyer toute l'élite politique, artistique et mondaine de son temps. Des noms qui, aujourd'hui encore, peuplent nos manuels d'histoire, comme l'impératrice Eugénie, Garibaldi, le prince de Galles, les Rothschild, Sarah Bernhardt. Tous viennent goûter la cuisine du français, dont la réputation franchit désormais largement les frontières. Et pour eux, ils ne se contentent pas de cuisiner, ils créent. Escoffier signe des plats devenus des légendes. La pêche Melba pour la cantatrice Nelly Melba, ou le tourne d'eau Rossi pour le compositeur du même nom. Chaque recette devient un hommage, un clin d'œil, un moment de complicité entre la cuisine et la grande histoire. Petite anecdote, le futur roi Édouard VII exigeait régulièrement un repas complet, mais ce à minuit. Escoffier ne bronche jamais. Un bon cuisinier doit être prêt pour les imprévus, disait-il. À cette époque, on ne dîne pas. Chez Escoffier, on prend place dans l'histoire en train de s'écrire. Malgré sa célébrité, Escoffier n'oublie jamais son ambition première, élever la profession tout entière. C'est dans cet esprit qu'il crée en 1911 le Carnet d'Épicure, une revue gastronomique qui rassemble chefs, restaurateurs, gourmets et journalistes. C'est, si vous voulez, une sorte d'Instagram culinaire avant l'heure. On y échange recettes, idées, critiques, innovations, et les chefs du monde entier s'y retrouvent. Pour la première fois, la cuisine devient un réseau international. Dans cette même lignée viennent les dîners d'Épicure. Un même jour, dans des dizaines de villes, comme Paris, Londres, Genève, New York, les cuisiniers réalisent exactement le même menu, inchangé et signé Escoffier. Imaginez-vous, 1912, pas d'internet, pas d'avion, pas de téléphone portable, mais des centaines de chefs qui préparent simultanément le même dîner. C'est une véritable prouesse logistique et un manifeste culinaire. Le but, montrer que la cuisine peut devenir un langage mondial, un art partageable qui dépasse les frontières. Les dîners d'Épicure sont un immense succès, jusqu'à 4000 convives dans la même soirée, dispersés sur plusieurs continents. Des articles paraissent partout, on compare, on commente, on s'inspire. En 1919, à plus de 70 ans, Escoffier connaît la consécration. Il devient le premier cuisinier décoré de la Légion d'honneur. C'est pour lui une victoire symbolique immense et une reconnaissance pour toute la profession. Pour la première fois, la République française reconnaît officiellement la cuisine comme un art et la profession de cuisinier comme un métier noble. Ses ouvrages comme le Guide culinaire, publié en 1903, deviennent
les fondements de la cuisine moderne. Plus de 5000 recettes classées, précises, codifiées. Et encore aujourd'hui, les écoles hôtelières enseignent ces méthodes. Les grands chefs comme Bocuse, Robuchon, Ducasse, tous se réclament de son héritage. Un siècle plus tard, chaque plat raffiné, chaque dressage minutieux, chaque brigade professionnelle porte quelque part un peu de l'empreinte d'Escoffier. Parce que réorganiser les cuisines, repenser le mobilier, inventer la brigade, codifier les recettes, créer des plats iconiques, Escoffier a tout fait. Il a transformé un métier, un art et même une culture. Chaque restaurant qui dresse une assiette élégante, chaque chef qui travaille avec méthode, chaque service fluide, chaque fourchette de clients porte un peu de son héritage. On disait qu'Escoffier avait les mains d'un chef et l'esprit d'un architecte, mais il avait surtout une vision. Faire de la cuisine un art qui élève ceux qui la pratiquent et ceux qui la goûtent. Et en réalité, c'est pourquoi les échos du temps nous invitent à nous souvenir d'Auguste Escoffier, l'homme qui a révolutionné l'art de la cuisine moderne. J'espère pour ma part que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, pourquoi pas sur un thème à traiter prochainement. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode des Échos du temps.